Je vous propose de lancer ce 17e Lunch and Learn. Ça commence à faire une belle collection. On est ravis. On y prend toujours, nous, énormément de plaisir. Et aujourd'hui, on est vraiment ravis de recevoir Caroline, qui va nous parler de cette extraordinaire expérience des JO de Paris, avec une approche aussi très, très concrète et des résultats. Donc, c'est très, très chouette. On est vraiment ravis d'avoir Caroline qui va se présenter et nous parler nous partager ses retours d'expérience sur ce sujet. Caroline, à toi. Merci beaucoup Anne-France. Non, c'est un plaisir. Merci à vous tous d'être présents. Je suis ultra contente d'être là parce que on commence à avoir un petit peu de recul sur ce qui s'est passé cet été. On a annoncé, c'est ce que je disais à Jérémy, nos plus gros chiffres sur les engagements environnementaux. Et entre aujourd'hui et demain, on va sortir notre rapport héritage et durabilité, qui est constitué donc de tout le cheminement sur nos sujets environnementaux et qui contient une annexe dédiée à l'économie circulaire où on vient sur la méthode, l'empreinte matière dont je vais un petit peu parler, et on annonce nos plus gros chiffres. Donc, je vous spoil tout de suite, mais c'était déjà le titre de notre rencontre de ce midi. On atteint sur l'ensemble des Jeux olympiques et paralympiques 90% de circularité pour 130 000 tonnes de ressources mobilisées. L'idée de cet échange, c'est pas tant, merci, c'est pas tant de faire cocorico, c'est super, on a la médaille d'or, etc., etc. C'est pas du tout ça. C'est plutôt de se dire que les Jeux, sont le reflet finalement de notre société. On crée en un temps très réduit l'équivalent de plusieurs petites sociétés. On a des sites temporaires dans lesquels on vient tirer des câbles, mettre de l'énergie, faire venir de l'eau. On crée des sanitaires, des espaces de restauration. Bref, on retrouve quasiment tous les secteurs d'activité de nos sociétés contemporaines qu'on crée, qu'on monte, qu'on utilise et qu'on démonte en un temps record. Donc on a une forme de laboratoire de processus accéléré de ce que serait la vie en commun avec des principes d'économie circulaire. Et c'est plutôt de ça dont j'ai envie de parler, c'est plutôt de se dire comment est-ce qu'on a réussi à atteindre ces 90% et qu'est-ce qu'on en retire au final pour tous nos secteurs d'activité, de l'énergie au transport, au mobilier, à la restauration, etc. etc. Donc c'était un peu comme ça que j'avais envie d'orienter notre échange et puis aussi très concrètement qu'on se parle de personne à personne en disant on vit, je pense, les uns et les autres au quotidien ce qu'on appelle de la conduite du changement. Et on sait qu'on porte avec notre petit bâton de pèlerin voilà, ce sujet d'économie circulaire, entre autres. Euh, Comment est-ce que, aussi dans cette organisation que sont les Jeux olympiques et paralympiques, l'économie circulaire a pu vivre alors que, je le dis en toute transparence, c'est vraiment la dernière roue du carrosse au fond de la dernière rame de train. Voilà, nous, l'ADN de Paris 2024, c'est de faire vivre des émotions sportives en faisant venir le monde chez soi. Donc, comment est-ce qu'on fait vivre ce sujet-là, qui n'est pas un sujet forcément sensible dans le monde de l'événementiel, et comment, in fine, on a réussi à faire porter ce truc-là par toutes les équipes, avec, voilà, moi je trouve que ma plus belle réussite là-dedans, c'est quand mon directeur logistique m'a dit, bah, moi, mon prochain boulot, ça sera de la logistique circulaire. Donc, c'est voilà, vous raconter aussi un petit peu qu'est-ce qui a bien marché, probablement aussi moins bien marché, et quels sont les petits trucs qu'on a amenés pour faire de la conduite du changement dans cette grosse organisation. Donc, 20 minutes avec Anne-France qui va bien me cadrer Ah, pour la pas que je sorcière, dépasse. comme d'habitude. Et je vous ai préparé une petite présentation pour illustrer un peu tout ce que je vais dire. Alors, voilà, en plein écran, c'est toujours mieux. Alors, comme je vous le disais, l'économie circulaire et l'événementiel, en tout cas les jeux, c'est un peu une première, puisque c'est la première fois que on recrute une personne et une équipe en charge de l'économie circulaire dans le cadre des jeux. Donc, il y a 4 ans et demi, quand j'ai rejoint Paris 2024, j'étais très emballée évidemment par le projet et j'avais beaucoup d'ambition sur l'envie de profiter des jeux pour faire un coup de boost et donner un coup d'accélérateur pour l'économie circulaire, mais j'avais pas de feuille de route. J'avais pas voilà, des directives du Comité international olympique ou d'autres organisations précédentes qui me disaient, bon, bah voilà, Caroline, l'économie circulaire, quand tu vas arriver, il va falloir que tu fasses ci, ça. Le seul cadrage que j'avais à peu près, c'était, bon, bah tu seras bien gentil d'éviter qu'on fasse trop de déchets. C'était un peu ça mon cap. Je le disais en introduction, tout le sujet de l'économie circulaire, c'était de le rendre sensible. Comment est-ce qu'on parle économie circulaire
à mes collègues qui sont en charge de livrer ce magnifique site sous la Tour Eiffel. Donc, ils vont devoir mettre des barrières de sécurité, assurer un scan de billets, donner à manger à 15 000 spectateurs en 2 heures, etc., etc. Euh, Toute l'histoire a commencé plutôt pour moi que pour eux, puisque j'avais pas de connaissance de l'événementiel et je me disais, mais mince, mais il y a quoi en fait? C'est quoi derrière le système de l'événement? De quoi on va avoir besoin? Et donc j'ai fait le tour de mes collègues pour leur demander, mais toi, côté sécurité, côté restauration, côté produits dérivés, quels sont les produits dont tu as besoin? Est-ce que tu as un peu une vision? Et donc ce faisant, commencer à faire la liste et tout ça a intégré un énorme tableur Excel. Euh, on a rajouté des poids et puis on a appelé ça l'empreinte matière, qui me donnait plutôt pour moi à l'époque, disons, un cap avec un peu des priorités qui me disait, bon, bah voilà, les infrastructures temporaires, c'est les 3/4 de ton empreinte matière, peut-être focalise tes efforts là-dessus, et ainsi de suite. Mais en tombant, en faisant la somme de tous les poids des équipements et des biens nécessaires pour la tenue des jeux, on est tombé sur ce chiffre qui était 130 000 tonnes de produits et d'équipements. 130 000 tonnes de produits et d'équipements, c'est l'équivalent de la tour Montparnasse de trucs. Et ça, c'est le point de départ et le game changer dans notre approche d'économie circulaire en interne, puisque ce chiffre-là, ça a été un électrochoc pour les équipes qui se sont dit, ah mais 130 000 tonnes de produits et d'équipements, c'est beaucoup. Et c'est surtout, autant on est paramétré pour être à l'heure pour l'ouverture de la cérémonie, on est à l'heure pour l'ouverture de nos compétitions de beach volley, tous nos plans et tout notre rétro-planning est fait là-dessus, autant on n'a pas forcément anticipé le démontage. Et comment on allait faire ressortir ces 130 000 tonnes de produits et d'équipements. Si je vous raconte tout Caroline, ça, juste une petite question. Quand tu dis 130 000 tonnes d'empreintes matière, ce sont les flux directs ou c'est aussi prendre en compte les flux indirects? direct, je te remercie Anne-France. D'accord, Là, c'est bête et méchant. C'est comme si on avait mis une balance à l'entrée de tous nos sites de d'accord. compétition et de non-compétition et qu'on pesait tout ce qu'on faisait rentrer. On n'a pas pris la longue traîne et le sac à dos écologique. C'était un petit peu trop complexe J'entends. pour Non, nous. mais je voulais juste préciser parce que derrière le mot empreinte, on peut Tu as raison. l'interpréter Ouais, de deux ouais. façons. Ok, Tu as je raison. te laisse reprendre. Je te remercie. Je vous raconte tout ça parce que c'est l'électrochoc. C'est le moment où mes équipes se sont dit, on a un défi colossal de gestion de nos biens et de nos équipements après les jeux. Si on ne le fait pas, on s'expose à des retards sur le démontage de nos sites, et je n'ai pas le chiffre, donc je ne vous le livrerai pas, mais j'imagine que de rendre le site de la Tour Eiffel ou le Stade de France avec un jour de retard, ça coûte bonbon. Deux, ben, on va probablement produire plus de déchets, donc ça va nous coûter de l'argent. Trois, ça va être le bordel, donc ça va faire des chantiers avec un peu de bazar, plus d'accidents, etc., etc. Donc c'est le moment, c'est cet exact moment où avec cette méthodologie d'analyse de flux et d'empreinte matière, on est passé d'un sujet environnemental à un sujet opérationnel et que dans toutes les directions, au plus haut niveau, on parlait de Tony Estanguet tout à l'heure, où et Tony et tous les directeurs sont revenus auprès des équipes en disant non, mais en fait, c'est pas un sujet environnemental, c'est un sujet que vous allez devoir décliner dans toutes vos feuilles de route opérationnelles parce que c'est une contrainte de livraison. Donc, je m'appesantis un petit peu là-dessus parce qu'on a dit qu'on parlait un petit peu de conduite du changement. Et ça, en tout cas, pour moi, ce chiffre-là, c'est le moment où on a rendu sensible et concrète l'économie circulaire pour la plupart de mes collègues. Donc ça, c'est le premier élément dont je voulais vous parler. Et puis, au-delà de cette approche un peu matière, où bah, forcément, la question qui venait après, c'était mais ces 130 000 tonnes de ressources, elles vont où? Donc on est retourné faire le tour des collègues en disant, dis donc, tu m'as donné ton tableur Excel la dernière fois, mais on n'a pas parlé d'un truc, tu as prévu d'en faire quoi? Et ça, c'était déjà il y a 4 ans. Et il y a 4 ans, évidemment, donc j'avais des collègues, typiquement mes collègues de la sécurité, bon, bah, une barrière Vauban, c'est une barrière Vauban, ça va continuer à être une barrière Vauban, il n'y a pas de sujet. Mais j'ai d'autres collègues qui m'ont dit, oh, j'en sais rien, bah, c'est pas toi qui vas t'en occuper. Et à l'échelle de ces produits, on parle de 130 000 tonnes de produits d'équipement, mais ça fait un peu plus de 6 millions en produits unitaires. Il était évident que c'était pas Caroline Louis qui allait venir avec une camionnette à la fin des jeux pour récupérer les trucs et trouver des solutions. Donc ça, cette projection-là, elle nous a permis, donc ça, c'est les petits diagrammes que vous avez sur la droite, ça c'est des trucs qu'on a fait il y a 4 ans. Elle a permis de montrer que
l'événementiel, c'est quand même un secteur qui est assez circulaire, parce que voilà, le but du jeu, c'est quand même d'avoir des matériaux qu'on réutilise quand c'est notre cœur de métier, type GL Events et compagnie. Donc, sans rien faire, on avait un modèle plus ou moins 50% circulaire, parce que voilà, on est sur un modèle locatif. Mais du coup, il restait 50% où j'avais des collègues qui me disaient aucune idée et puis pas forcément prévu. Donc ça a été la partie 2, c'était de se dire, bon, bah, maintenant qu'on sait combien ça représente et comment, a priori, c'est prévu de terminer, bah, au boulot. Et on a monté une stratégie qui est très simple et qui est tout à fait duplicable dans vos organisations parce que assez générique. C'est une stratégie en triptyque, c'est le moins, le mieux et pour longtemps. C'est-à-dire que calqué sur ces 130 000 tonnes de ressources, on a dit, bon, bah, déjà, si on veut se faciliter un petit peu la vie, est-ce qu'on arrive à réduire, avoir une forme de sobriété sur nos ponctions de ressources naturelles? Est-ce qu'on arrive à réduire nos besoins? Est-ce qu'on arrive à moins utiliser de ressources? Pour celles qu'on ne peut pas éviter, est-ce que, bah, on peut pousser les meilleurs produits pour voilà, donner un signal secteur qui soit fort et utiliser la force des jeux pour soutenir les produits éco-conçus, par exemple? Et deux, comment est-ce qu'on s'assure qu'on met en place des produits qu'on saura traiter à la fin quand on ne sait pas les réemployer et qu'on s'assure qu'on sache les recycler. Et trois, sur la partie pour longtemps, c'était de se dire bah, comment est-ce que tous nos produits et nos équipements pour lesquels on n'a pas forcément fléché encore de seconde vie, on arrive à les orienter vers des programmes de Paris 2024 qui sont créateurs de valeur. Exemple, j'ai des équipements sportifs pour lesquels je n'ai pas arrêté de seconde vie. Est-ce que c'est pas intéressant de travailler avec l'Agence nationale du sport pour trouver un héritage qui soit utile et concret pour les territoires? Donc, cette stratégie-là, on l'a dupliquée sur l'ensemble de nos métiers, l'ensemble de nos activités. Et je vais prendre peut-être 5 minutes pour vous détailler un peu les plus gros leviers que vous allez retrouver là-dessus et qui potentiellement peuvent aussi être intéressants pour vos activités. Euh, sur le moins, bon, là c'est assez simple parce que tout le monde comprend le concept, c'est de l'évitement. On parle assez peu de sobriété puisqu'on est quand même le plus gros événement du monde. Tout ce qu'on fait à notre échelle est assez important, mais ça passe par des concepts assez forts. Typiquement, le fait de ne pas construire et d'utiliser l'existant. On est une édition qui a très peu construit et quand on a construit, on a construit en réponse à des besoins. Exemple, le centre aquatique olympique de Saint-Denis a été créé à Saint-Denis parce qu'on était sur un département extrêmement carencé en infrastructure sportive et qui plus est de natation, puisqu'on a un enfant sur deux qui ne sait pas nager à l'entrée au collège. Donc, l'idée ici, c'était d'éviter en utilisant ce qui existait déjà. Et donc, typiquement, je vous disais que la priorité sur nos sujets d'empreinte matière, c'était les infrastructures et les infrastructures temporaires. Ben là, on voit qu'on a vraiment jugulé et limité notre empreinte matière sur ce point en utilisant des infrastructures qui étaient déjà existantes. Avec aussi des choses toutes bêtes comme de la mutualisation, où voilà, on a essayé de faire des zones logistiques groupées, on a essayé d'avoir des sites qui étaient très denses. On est d'ailleurs l'édition des Jeux avec le plus gros nombre de compétitions par site. Voilà, on a essayé d'utiliser à chaque fois les espaces, d'avoir une rotation de sport plus importante. Donc, plein de principes qu'on retrouve dans l'économie circulaire et dans la fresque, typiquement, sur voilà, comment est-ce qu'on essaye d'être dans cette réduction là, sur notre value wheel. Bah, le challenge des besoins, évidemment, nous, dans l'événementiel, on a un gros défaut qu'on appelle la ceinture bretelle parachute, qui est ce moment de panique avant l'événement où on se dit qu'on va manquer. Enfin, c'est la peur du manque, hein, tout bêtement. Donc, on a eu un énorme boulot pour aller travailler avec chacune des directions, être sûr que voilà, ils avaient bien calibré leurs besoins au plus juste, qu'ils avaient bien fait l'effort aussi de regarder ce qu'ils pouvaient louer, ce qu'ils pouvaient utiliser, ce qui était déjà présent sur les sites. Et ça, bah, c'est pénible à faire. Enfin, notre direction logistique qui s'occupait du mobilier, aller voir dans chacune des réserves de chacun de nos sites s'il y avait un manche debout, une table, une chaise qu'ils pouvaient utiliser pour éviter qu'on en commande et qu'on en produise, bah, ça demande un petit supplément de boulot. Et le jeu en a valu la chandelle puisqu'on a réussi à diminuer d'un quart les premiers besoins en mobilier. Donc ça reste gigantesque, hein, 600 000 pièces de mobilier, mais on était à plus de 800 000 au départ. Donc voilà, ce challenge des besoins, et dès le début, pour voilà, dire voilà, ça va bien se passer, mais aussi tout du long pour rassurer les équipes en disant être vraiment dans cet accompagnement doux,
ça va bien se passer, c'est pas la peine de paniquer. Et on voit que malgré tout, on a eu des surcommandes gigantesques. On parlera un petit peu de ce qu'on appelle le look et la signalétique, qui sont ces grandes bâches qui font le décorum des jeux. Un quart de nos commandes se sont faites sur le dernier mois des jeux parce qu'il y a eu ce truc de panique de ah mais non, mais il faut que je cache mon abri bac et puis là c'est pas beau. Donc il y avait vraiment ce truc de comment on challenge les besoins et on essaye de le cadrer tout du long. Et après, dernier levier, vous le connaissez bien, c'est celui de la location. C'est comment est-ce qu'on arrive à faire shifter une organisation vers un modèle de fonctionnalité. Là, c'est usage, usage, usage. Alors forcément, quand on fait de l'événementiel et qu'on n'existe que pour quelques mois, c'est quand même beaucoup plus facile de pousser ce côté usage vs propriété. Toutefois, c'était quand même pas la norme et il a fallu rédiger et former des acheteurs pour rédiger des marchés en renversant notre besoin pour passer d'un besoin d'usage à un besoin d'achat. Tu m'avais Et ça, partagé l'exemple des matelas et ouais, c'était extraordinaire, si tu veux bien revenir effectivement, là-dessus. si tu veux, un des marchés emblématiques, c'est les fameux matelas, puisqu'on reçoit 15 000 athlètes, il fallait qu'on équipe 15 000 chambres, donc on avait besoin de 15 000 lits. Première version de la rédaction du cahier des charges, c'est Paris 2024 souhaite acquérir 15 000 lits de très bonne qualité pour ces athlètes qui doivent bien dormir. Le marché, comme tous, est passé chez nous et on propose une deuxième rédaction puisqu'on se dit, mais bon, on ne veut pas acquérir des matelas. En plus, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé sur le réemploi des matelas, mais c'est hyper compliqué pour des raisons sanitaires. En plus, on avait le phénomène des puces de lit. Enfin bon, on se dit, oulala, je ne suis pas sûre, avec mes petites lunettes, je ne suis pas sûre d'être en capacité de trouver une seconde vie à mes 15 000 matelas. Donc, on renverse le truc et on rédige le cahier des charges en disant, bon, bah voilà, on cherche du confort de sommeil. Nous, c'est ça qu'on veut. Nos athlètes, c'est la prunelle de nos yeux. Il faut qu'ils performent, il faut qu'ils dorment bien. Donc, ce qu'on veut, c'est du confort de sommeil. Tout le reste est accessoire. Mais alors, mes acheteurs, quand ils ont lu mon draft de marché qui disait Paris 2024 cherche confort de sommeil, étaient très circonspects à la rédaction de cette première mouture. Et au final, voilà, on a beaucoup discuté, on a beaucoup rassuré, puisque c'est ça qu'on fait. En fait, on fait des petites caresses sur les épaules de nos collègues pour leur dire que ça va bien se passer, il faut qu'ils aient un petit peu confiance. Et on a lancé ce marché et on a trouvé effectivement, non pas un, mais deux acteurs qui nous proposaient un service en boucle fermée. Et puis ça s'est passé comme ça. Et ça a été le premier, et puis derrière, ça a déroulé. Et on a du coup une trentaine d'acheteurs qui ont travaillé avec nous qui maintenant ont complètement intégré ces éléments-là. Euh, voilà peut-être pour cette partie moins. Donc l'idée c'était d'être le moins impactant possible et le moins consommateur de ressources. La première empreinte matière, on était à 270 000 tonnes. Je ne la compare pas trop parce que on n'avait pas forcément les mêmes datas, on avait fait des extrapolations aussi en euros, mais on a quand même eu des efforts de réduction assez importants sur nos différents éléments et on voit qu'on a essayé d'être le moins matériel possible. Mais évidemment, on n'a pas pu tout éviter, sinon on ne fait pas d'événements, c'est un peu plus compliqué. On savait que de toute façon, on allait devoir commander. Et c'est là que les achats ont vraiment été la colonne vertébrale de notre stratégie d'économie circulaire. Paris 2024, c'est une vraie force de frappe hein, en termes de marché. C'est plus de 1500 marchés. Le volume d'achat, je crois qu'on est à 2,7 milliards d'euros en achat. Donc, encore une fois, c'était à la fois un challenge opérationnel, puisqu'il fallait qu'on sorte beaucoup de marchés et qu'on soit à la hauteur pour tous les rédiger, tous les analyser, mais aussi qu'on en profite pour envoyer un signal fort au marché. Donc, c'est ce qu'on a fait, où chacun de nos marchés intégrait l'économie circulaire, sauf quand on était sur des marchés de services très dématérialisés. Et l'économie circulaire ne faisait pas partie des critères RSE. Et ça, ça fait aussi partie des choses que je voulais vous faire remonter, c'est que dans la continuité de cette prise de conscience, l'économie circulaire était devenue un enjeu opérationnel. Donc nous, on rentrait dans le périmètre des prestations. C'est-à-dire que dans les prestations, on avait, voilà, on cherche si vous voyez l'image ici, je sais pas, un prestataire de tentes et de Barnum qui nous fait à la fois du conseil en architecture pour organiser nos sites, qui nous fait du sourcing, qui nous fait de la livraison, de l'installation, de la maintenance, mais aussi
de la reprise avec un objectif de seconde vie derrière, étant entendu que le réemploi est meilleur que la réutilisation, et ainsi de suite. Donc ça, c'était assez important parce qu'on venait rentrer dans la partie opérationnelle et qu'on avait vraiment voix au chapitre et dans les ateliers et dans tous les échanges qu'on avait avec les répondants. Mais on était aussi présent sur le critère RSE, et c'est là qu'on allait regarder voilà, des sujets de sourcing de matériaux, provenance, éco-conception, emballage, etc., etc. C'est ce qui nous a permis d'envoyer un signal très très fort au marché en disant maintenant, on veut que des produits qui sont au top du top, on veut que des acteurs qui ont anticipé ce sujet de seconde vie et qui nous facilitent tout ça. Mais parfois, ben, on a des secteurs qui ne sont pas tout à fait matures sur ce sujet d'éco-conception. Et là, on en a profité pour se poser en tant que centre de formation. C'est-à-dire voilà, on voulait fonctionner en écosystème, on voulait profiter voilà, peut-être des moyens qu'on avait, puisque moi, j'ai eu la chance de recruter un ingénieur en éco-conception dans mon équipe, qu'on a mis à disposition des boîtes qui ont travaillé avec nous pour leur faire un programme d'éco-conception. Donc, pendant 3 ans, sur nos produits dérivés, on a accompagné Monnaie de Paris, Le Coq Sportif, pas Decathlon, enfin Decathlon faisait partie des fournisseurs de produits sous licence, mais je pense qu'on n'avait pas grand-chose à leur apprendre. Mais on a pris des gros, des petits, des moyens, des très bons, des moins bons, et pendant 3 ans, on leur a proposé des webinaires, des guides, des accompagnements, des calls individualisés, de la notation de produits, pour que voilà, ils soient dans cette optique-là où on a fait le coach éco-conception, et à la sortie du centre de formation, bah, qu'ils soient plus assurés, peut-être pas professionnels, mais au moins amateurs, et que, comme un bon geste de sportif, ils aient cranté ces pratiques d'éco-conception jusque, voilà, que ça soit naturel pour eux. Le dernier levier, et ça c'est aussi quelque chose que je voulais vous partager en termes de conduite du changement, depuis tout à l'heure, on a l'impression que toutes les directions ont été super partantes pour engager l'économie circulaire dans leurs opérations et que c'était hyper fluide. En majorité, ça a été le cas, puisque je pense que vous le ressentez aussi au quotidien, on est quand même sur un sujet qui parle, ça fait vibrer une certaine corde sensible, c'est concret, c'est sensible. Parfois, bah, ça parle pas, ou c'est trop compliqué, et comme le dit si bien ma chef, la paresse des uns est notre meilleur allié. Et on s'est substitué à certaines des directions qui étaient un peu plus réticentes à travailler sur nos sujets en leur disant: «Oui, bah, on comprend, tu es super sous l'eau, il faut que tu livres le plus gros événement du monde, tu pas que ça à faire, c'est pas ton sujet. Tu sais quoi? On va le faire, mais on va le faire avec toi parce qu'on ne peut pas tout faire». C'est typiquement ce qu'on a fait sur le sujet donc des supports de communication visuelle, donc qui regroupent du kakémono à la bâche, en passant par le petit panneau signalétique, où c'était super dur pour les équipes parce que c'est vraiment un travail qui est colossal, ils n'y arrivaient pas. Donc on a dit, bon, bah, vous savez quoi, on prend le sujet. Et bah, nous, on a bossé pour se dire, bon, bah voilà, on passe d'un secteur qui a 0% circulaire, c'est du 100% usage unique, créé pour l'événement, millésimé, 100% cramé à la fin, au mieux quand c'est pas du PVC parce qu'on ne peut pas l'incinérer. Et là, on se dit, bon, bah, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Donc, fonctionnement d'écosystème, on va voir tous les acteurs, on fait des recos, on fait des groupes de travail, on sort un guide, on sort des outils, etc., etc. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on avait un nouvel arrivé dans cette équipe Look and Signage, on lui disait, bah, regarde, on a fait le guide, et on faisait des onboarding. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à 70 personnes, et en fait, on avait 70 personnes qui avaient pris le train en marche en disant, ah, ouais, bah, en fait, c'était le cahier des charges. Donc, parfois aussi, pour faire avancer, il faut accompagner, il faut faire le petit supplément, le petit mètre en plus pour outiller, mais vraiment se mettre dans les pompes de mes collègues, là, en l'occurrence du Look and Signal, pour parler. Alors moi, j'ai appris à parler d'Ibon, à qui Lux, à qui Print, et à aller comprendre leurs problématiques pour leur faire des solutions tout à fait adaptées. Caroline, je suis très Ouais, partagée parce qu'à la fois je me régale, c'est passionnant et d'avoir la on, saveur en plus, c'est bien et en même temps le temps tourne. on le Donc, savait, hein, si on le tu fais, savait. que ça Alors, serait compliqué. je vais faire très vite, en 1 minute ça, et puis pour vous faire 2 minutes, un peu les grands retours d'expérience. De toute façon, il me semble que vous avez eu une interlocutrice de choix récemment sur cette partie seconde vie et réemploi, puisque vous avez Emmaüs Défi qui vous a présenté le travail gigantesque qu'ils ont pu faire, et on est tellement fiers d'avoir pu travailler avec eux. Ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que c'était une ambition inédite d'assurer 100% de réemploi pour nos équipements.
Ça se fait en anticipation et c'est dans la continuité de notre gros travail sur les achats, puisqu'avant les jeux, 90% des produits avaient déjà une maison, une deuxième maison. Le 10% restant, ça a été gigantesque encore, et heureusement qu'on n'avait que 10%, mais il a fallu travailler avec les acteurs du sport sur nos équipements sportifs, les acteurs de la solidarité sur nos produits de consommation, le B2B avec la création d'une plateforme digitale qui nous permettait de trouver des acheteurs en B2B sur les trucs un peu spécifiques comme des cônes de chantier et des lits médicalisés, et toute une approche grand public avec les braderies pour voilà, continuer à retourner sur les territoires et donc créer de la valeur pour chacun des programmes. Je vous raconte tout ça parce que pour moi, ça fait partie d'un héritage qui est assez important. Euh, je ne reviendrai pas du coup sur toute la partie méthode, outils, savoir-faire. On a énormément produit ces 4 dernières années entre essayer de formaliser et de référencer tout ce qu'on a fait en faisant des guides, des co-conceptions pour les emballages alimentaires, le look and signage dont je vous parlais, des boîtes à outils, tout ça c'est en open source, toutes ces stratégies-là. Le fait qu'on ait formé aussi des dizaines de personnes, que ce soit dans les achats, dans les partenaires qu'on avait, on a toujours demandé dans chacun de nos suppliers de nommer un responsable économie, enfin un responsable RSE. Donc voilà, on a formé aussi des dizaines et des dizaines de personnes, donc on espère que tout ça va contribuer à une nouvelle façon de faire sur nos secteurs. Mais je pense que le plus important, c'est un peu les 3 promesses que je m'étais faites moi en prenant ce poste, c'est que je voulais vraiment pas uniquement que les jeux soient plus circulaires, c'était un peu la moindre des choses, mais que la puissance de feu des jeux contribue à une visibilité pour le secteur. Et typiquement, ce qu'on a pu faire pour les braderies, ça a été énormément médiatisé. On a eu 100 millions d'audience là sur un mois, très grand public. Et de voir mon premier article qui titre économie circulaire dans l'équipe, pour moi, ça a été une vraie réussite parce qu'on a réussi à parler d'économie circulaire à un public qui n'en avait jamais entendu parler. Et de la même manière, on a travaillé aussi tout un gros travail d'influence là, avec Going Green, qui est un média spécialisé sur la jeunesse. On a travaillé auprès des athlètes avec une Romane Dico, qui est une judokate, qui nous a fait de l'upcycling avec des tissus. Enfin, voilà, essayer d'utiliser cet élan des jeux pour parler économie circulaire à des publics qui n'en avaient pas forcément une bonne connaissance ou pas forcément entendu parler. Donc vraiment cette démocratisation. Le deuxième élément, c'est que on a tellement poussé le secteur et envoyé un signal très très fort qu'il fallait anticiper, vraiment faire cette philosophie de penser l'après avant un réflexe. On a travaillé avec les plus grosses boîtes jusqu'aux plus petites et on a créé, notamment avec un très gros travail de l'organisation Les Canaux, je ne sais pas si vous les connaissez, qui a organisé un peu ce mariage entre voilà, l'ESS et les grosses boîtes pour qu'on ait des très gros investissements vers des business models circulaires. Je pense à un Lireco qui a investi 24 millions d'euros pour se lancer dans faire un chantier de modernisation et lancer son business de mobilier reconditionné. Mais j'en aurais plein d'autres, des exemples comme ça, de gros acteurs qui, grâce à nous ou à cause de nous, je ne sais pas, ont décidé de systématiser ce sujet de réemploi et de reverse. Pareil pour les startups, on a travaillé avec énormément d'acteurs. Moi, j'ai un retour d'expérience d'un acteur qui m'a dit, oui, grâce à vous, c'est la première fois qu'on finit à l'équilibre. Donc, pour nous, c'est bien donc de les avoir un peu musclés, dopés, en leur donnant de la visibilité à 2, 3 ans. C'était aussi important. Et puis, moi, une réussite qui me tient aussi très à cœur, c'est le fait d'avoir monté une nouvelle plateforme physique de réemploi des matériaux du BTP dans le 93. On sait qu'on a un énorme enjeu sur cette filière et sur ce territoire. Donc, ça fait partie aussi des renforcements de secteur et un peu de ce côté un peu bodybuildé qu'on voulait après nous. Et puis, plus globalement, c'est le changement de pratique. Voilà, je parlais d'économie de la fonctionnalité dans les achats, développement de la seconde main, où voilà, on a vraiment poussé au max pour que ça devienne un réflexe, que ce soit euh, pour les acteurs B2B, notamment avec notre plateforme, où on a beaucoup sensibilisé les acheteurs publics en leur disant qu'ils avaient le droit. Et à chaque fois, on avait ce retour de «Ah mais non, c'est pas compatible avec la commande publique», alors que nos acheteurs publics, ils ont des objectifs de réemploi qu'ils n'arrivent pas à atteindre. Donc voilà, essayer de démocratiser ça et de banaliser cet achat de seconde main pour le public professionnel et aussi pour le public particulier, où notamment on a travaillé avec le réseau francilien des ressourceries, avec le réseau Emmaüs, pour que les derniers produits des jeux soient mis à disposition dans les ressourceries et les recycleries.
Donc, vous allez entendre parler là d'opérations pour faire venir un public qui peut-être pas été à la rencontre de ces lieux incroyables et essayer de leur faire passer le cap. Donc tout ça, bah, ça œuvre aussi à des événements plus responsables pour plus longtemps. On n'en a pas du tout parlé, mais ce qu'on fait sur les déchets, on a divisé, voilà, on fait 60% de moins de déchets par rapport à Londres. Et tout ça, ça a été un très gros travail avec Citeo pour harmoniser, voilà, qu'il y ait des poubelles de tri partout, qu'il y ait les mêmes couleurs de tri, les mêmes consignes de tri. Et tout ça, ces dispositifs, ils sont laissés en héritage pour les collectivités, les gestionnaires de sites et les futurs événements. Euh, voilà, j'ai fini. Je vous laisse peut-être avec deux, trois éléments, mais je trouve que ce qui a changé la donne, c'est par rapport au tout début, où moi, mon mantra, c'était de faire mettre des petites lunettes à mes collègues pour qu'ils voient l'économie circulaire et la matière dans leurs activités. Et le changement, ça a été vraiment de leur donner un chiffre et de leur donner un volume qui leur a rendu ça très concret et très opérationnel. Ça, c'est probablement le premier élément, mais je pense que vous l'avez compris. Le deuxième, ça a été de systématiser une approche d'anticipation de l'après. Et ça passait évidemment par les achats, mais aussi au plus haut dans les directions, dans l'intégration des fiches de poste. C'est-à-dire qu'à un moment, chaque personne qui rentrait chez Paris 2024 avait ce discours-là de ça fait partie de ton job d'anticiper ce qui va se passer après, et il faut que tu l'aies pensé. Et tu vas voir, en plus, ça va être cool. Et puis, finalement, aussi, la partie, je trouve, qui a été vraiment le plus gros moteur pour la conduite du changement, c'est qu'on a réussi à créer de la valeur avec tous nos programmes de seconde vie. Économique, je ne vous l'ai pas dit, mais moi, à la fin, je ne travaillais plus pour l'équipe environnementale, mais j'étais rattachée à la direction des affaires financières puisque ils avaient tout à fait intégré, eux, la notion d'actif, c'est-à-dire que les produits et les équipements ont une valeur. D'ailleurs, en interne, nous, on parlait de seconde vie des actifs matériels. Donc, comment est-ce que toute cette stratégie d'économie circulaire, elle a contribué à voilà, notre objectif d'équilibre économique, puisque voilà, en parlant actif, on a réussi à redonner cette valeur-là, mais pas que, aller travailler avec notre direction sport pour que voilà, on fasse des programmes un peu d'influence avec les athlètes, en leur offrant des choses à la fin, en leur filant des tissus pour qu'ils fassent de l'upcycling, en offrant un héritage sportif sur les territoires. Comment est-ce qu'on a travaillé avec notre direction engagement pour retourner sur les territoires qui nous ont accueillis avec les braderies et recréer de l'engagement, comment travailler avec la direction héritage pour faire plus de solidarité. Et le retour que collectivement on a eu, c'est qu'on est passé de Caroline, tu seras bien gentille, tu vas nous limiter le volume de déchets produits, à on a créé de la valeur sur l'ensemble de nos activités. Et c'est quelque chose qui a été énormément diffusé et chaque équipe s'est attribuée et a intégré ce sujet d'économie circulaire pour le créer en dynamique positive. Donc, moi, pour moi, c'est peut-être ce qui me Une touche le grande plus. victoire. Voilà, Ouais. c'est la plus grande victoire, c'est que je sais que mes 4000 collègues, probablement pas tous, mais une bonne partie, ont intégré ça dans leur métier et ils ont trouvé que c'était cool. Donc, un très beau levier de réenchantement pour les équipes, en tout cas. Et qui fait un très beau parallèle avec, en effet, la circularité pour beaucoup, c'est fin de vie, gestion, déchets, recyclage. Et en fait, quand on parle circularité forte, c'est dès le début et tu nous l'as très bien montré. Il y a quelques petites questions. Je voudrais commencer par deux petites questions. Tu as parlé des guides en open source. On prendra le temps de les rajouter dans le lien parce que ça pourrait intéresser certains, donc on ne va pas y passer du temps. Je suis sidérée que le côté coût financier, tu ne l'as abordé qu'à la fin. C'est magnifique. Mais du coup, est-ce que vous avez un bilan de si on avait acheté sans mettre en place toutes ces choses-là et ce qu'on a fait, est-ce que vous avez une comparaison financière? Est-ce que tu as des éléments à nous partager sur ce sujet? C'est très compliqué cette approche Mm, parce que c'est comme si on refaisait le match. bien sûr. Et en fait, dans la mesure où on a rédigé notre offre de service plutôt que d'achat, je ne peux pas forcément faire la comparaison. Ce qu'on peut tout de même se dire, c'est qu'on est une des organisations qui a eu le plus faible budget. Donc, alors, il y a plein de facteurs, hein. La compacité de site, voilà, le fait de ne pas construire, tout ça, ce sont des choses qui jouent énormément. Mais je pense aussi que notre sobriété matérielle et notre très bonne gestion de nos produits en fait partie.
Et comme on le disait en introduction, on vient d'annoncer qu'en plus, on était à bilan a priori positif sur cette édition. Tout ça boucle la boucle. Plus concrètement, sur nos programmes de seconde vie, donc je n'arriverai pas à refaire l'histoire sur est-ce qu'on a été financièrement plus efficace en louant plutôt qu'en achetant. C'est très difficile à dire. Honnêtement, je pense pas, parce que c'est aussi le jeu des acteurs. On n'est pas en bonne position pour négocier ça. Peut-être qu'on aurait été d'ailleurs plus efficace en achetant et en revendant nous-mêmes, mais c'est pas notre métier. Et puis nous, on disparaît. Donc on avait aussi cette contrainte Mm. de timing et de délai serré qui faisait que on a préféré le faire porter par les autres. À l'échelle de nos activités de seconde vie, ce qu'on a pu générer comme revenu, c'est l'épaisseur du trait. Enfin, vraiment sur notre budget. Alors, on contribue évidemment à notre petite échelle sur ce fameux boni. Euh, mais voilà, on n'est pas, on n'a pas généré énormément d'argent, assez, voilà, assez pour être très fier. Mais je pense que c'est surtout cette logique et la partie coût global qui a été très intégrée par les équipes dès le début en se disant c'est pas tant l'approche financière, c'est plutôt de se dire que si c'est à nous de gérer derrière, il faut du temps, des gens, du stockage et des Et du expertises. coup, ouais. Ce que nous n'avions pas. Je te dis un petit commentaire que j'aime bien. Et si l'histoire retiendrait que la bascule vers l'économie circulaire a commencé avec les Jeux Olympiques de Paris 2024, je pense que c'est un hommage à ce que tu nous as partagé. Il y a une question sur comment peut-on faire de cet exemple de Paris 2024 une norme pour les prochains Jeux? Travaillez-vous avec le CIO sur le sujet? Ouais, c'est une très bonne question. Le CIO était très content parce que c'était une brique qui leur manquait. Donc, ils ont suivi avec beaucoup d'attention ce qu'on a pu faire. Même si ils étaient plutôt frileux au démarrage, puisque le CIO a une marque à protéger, notamment les anneaux, et le fait d'avoir été très transparent sur cette seconde vie de données, d'avoir affiché dès le début qu'on ne jetterait rien. Et le seul truc qu'on a jeté, c'est un cadenas sans la clé quand on a vidé l'entrepôt. Pour eux, c'était aussi une prise de risque parce que notamment sur toutes nos bâches, tous les kakémonos, bah, ils n'étaient pas forcément partants pour que leur logo se retrouve un peu partout. Et donc, on s'est un peu frité sur la partie héritage vs protection de la marque. Il s'avère que voilà, c'est une bataille qu'on a fini par gagner et on a eu raison parce que derrière ces 200 projets qui vont de la classe de CM2 qui fait de la couture et faire des petits tabliers avec nos trucs à, je sais pas, la ville de Pantin et qui va en faire des carnets de naissance. Bon, bref. Donc, c'était pas forcément évident au démarrage. Toutefois, on a réussi à démontrer qu'on a un programme gagnant sur tous les tableaux. Et donc, le CIO nous a demandé de rédiger la méthode pour que mes homologues dans les futurs comités d'organisation trouvent cette fameuse Bible, ce fameux testament quand ils arrivent de bon, bah voilà, bienvenue à Donc, toi, vous tu avez viens réussi à faire d'arriver. bouger le CIO, c'est parfait, c'est génial. Je sais Voilà, aussi que vous avez reçu pas mal d'équipes de San Francisco qui sont ouais, de venues. Los Voilà, Angeles, donc tout ça à c'est fait. vraiment chouette. Comme le commentaire le dit, hein, peut-être que ça sera la fée bascule. Je sais pas. Euh, Mais pour l'anecdote, Milan Cortina donc, organise les Jeux d'hiver en 2026, nous a appelé hier en disant que ils avaient trouvé ça plutôt pas mal, la plateforme Seconde Vie, et ils voulaient faire pareil. Donc et voilà. Et j'ai Los Angeles qui souhaite qu'on travaille un peu ensemble l'été prochain pour qu'on leur fasse leur programme. Donc j'espère que ça va devenir un incontournable. Alors, j'ai une petite question. Les participants sont très gentils, sont pas venus beaucoup en parler, mais je pense qu'on ne peut pas éviter de parler de Coca parce que c'est malheureusement ce qui est resté dans l'esprit de certains. Donc, on en avait discuté toutes les deux. Ce que tu m'as partagé, c'est qu'en gros, on a vu que la partie immergée de l'iceberg et pas tout ce qui était fait derrière. Mais si tu peux nous en parler quelques mots, ça permet bah, pour nous aussi de réagir quand on nous parle de ça. Oui, mais il y avait Coca. Oui, oui, oui. Bien sûr, non, non, mais on est très transparent, hein. On a annoncé la semaine dernière nos résultats environnementaux. Donc, j'en ai pas parlé, mais effectivement, on avait cette ambition de réduire par deux les émissions de gaz à effet de serre qu'on a tenues. Et on avait un objectif de division par deux de plastique à usage unique. Donc, pareil, dans la série, Caroline, tu seras gentille de bien réduire les déchets. Je suis arrivée il y a 4 ans en disant, bon, bah, on va aller voir Coca-Cola. Et les équipes de Coca-Cola, partenaires historiques des Jeux, ça fait 30 ans qu'ils sont partenaires des Jeux,
livre les boissons. Et dans la livraison de boissons, ça représente 20 millions de boissons livrées pendant les Jeux. Jusqu'ici, Coca-Cola avait toujours livré leurs boissons pendant les Jeux, donc Coca, Coca Light, eau, avec des bouteilles à usage unique. Donc, les premières discussions avec Coca-Cola, ça a été, bon, bah, en fait, on ne va pas faire le plastique à usage unique parce que, bon, bah, voilà, avec la loi AGEC, déjà, on n'est pas tout à fait raccord. Et puis, bon, les choses changent. Et puis, en France, on est très engagé sur le plastique. Bon, il a fallu un petit peu de temps et beaucoup de travail avec Coca, mais Coca nous a proposé un modèle opérationnel extrêmement ambitieux. Donc, on partait quand même de 100% plastique à usage unique, 19 millions de bouteilles en plastique. Et on a travaillé le triptyque ensemble. Le premier, c'était bah, comment est-ce qu'on va pas faire d'emballage. Donc, travailler sur des modèles de fontaines qui n'existaient pas. Donc, ça a été un développement R&D spécifique pour nous. Je ne suis pas revenue sur le challenge colossal que représentent les Jeux, mais c'est le plus gros événement du monde, c'est 40 Coupes du Monde en même temps. Donc, l'idée de déployer un équipement qui n'avait jamais été testé avant pour servir 19 millions de boissons, enfin, ou 10 millions de boissons en plein été, avec le risque que ça pète, que ça chauffe, que ça ne fonctionne pas, qu'il n'y ait pas la maintenance. Enfin, c'était quand même très risqué. Donc, Coca a mis les moyens, essayé de le tester un maximum avant, et ils ont déployé 700 fontaines pour faire voilà, du sans emballage. Ces 700 fontaines, d'ailleurs, restent en héritage pour tous les futurs événements. Donc, on est aussi sur une déplastification de long terme. Les fontaines, toutefois, elles ne sont pas fonctionnelles pour tout. Parce que c'est un gros machin. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà vu une fontaine McDo ou une fontaine de fast-food. C'est des énormes tuyaux derrière. Donc, pour une petite concession qui ne fait pas beaucoup de ventes, ça ne sert à rien de sortir la grosse Bertha. Donc, on est venu en complément ajouter du verre consigné. Donc, puisqu'on a en plus une usine à Clamart qui fait une usine en verre qui fait lavage et remplissage. Donc, super, on avait un modèle sans emballage, on avait un modèle de verre consigné, et tout ça couvre un peu plus de 50% du volume de livraison des boissons. Malheureusement, le verre non plus fonctionne pas sur toutes les concessions, puisque ça a un gros défaut, le verre, c'est que ça prend de la place. Vous ne pouvez pas, une fois que la bouteille est vide, la compresser comme la bouteille en plastique. Donc, quand on avait des petites concessions et des enjeux de place, on était obligé de revenir sur des bouteilles en plastique. Ce qui explique qu'on a encore 50%, un peu moins de 50%, on est à 40-45% de livraison en bouteilles en plastique. Partant de ce constat, on avait deux solutions. On avait soit on donne la bouteille en plastique aux spectateurs, je vais être très transparente avec vous, je n'y étais pas favorable, notamment lié à tous les travaux qu'on a fait avec Citeo. C'est 3 Français sur 4, enfin c'est 9 Français sur 10 qui paniquent au moment de jeter un déchet à la poubelle. C'est 3 bouteilles sur 4 qui ne sont pas recyclées en France et récupérées. Donc on avait ces ordres de grandeur-là, et moi j'avais deux marottes. Il y avait évidemment, bah, la flip totale qu'on ait des bouteilles en plastique qui se retrouvent à traîner dans la Seine, à Versailles, au Golfe National, enfin dans nos espaces naturels. C'était pour nous inconcevable. Et puis deux, il y avait aussi le fait que, éthiquement, on voulait rester responsable de la bouteille. Puisque, ben, voilà, pendant très longtemps, on a fait croire aux consommateurs que c'était de sa faute s'il y avait des déchets. Or, voilà, ça reste la responsabilité du producteur. Donc, tout ça nous a amené à capter et à garder la bouteille en concession en disant, on la garde, comme ça, on est sûr qu'elle finit pas par terre, on est sûr qu'on la capte et qu'on la recycle à 100%. Donc, tout ça, je vous raconte la manière dont on a conçu notre programme. Effectivement, dans les faits, l'expérience spectateur était très mauvaise, puisque ce qu'on voyait, c'était une bouteille en plastique resservie dans un gobelet, avec en plus tous les défauts du système de consigne, où c'est parfois très difficile de déconsigner. Donc, moi, je serais ravie, enfin, j'en parle en toute transparence, parce que je trouve qu'on a poussé le modèle environnemental au max pour que ça soit une bonne réponse, mais en fait, en termes d'usage et d'image, ça ne fonctionne pas. Je sèche vraiment sur ce qu'aurait pu être un meilleur modèle, et à chaque fois on me pose la question de du coup qu'est-ce que vous conseillez pour les autres, et Los Angeles nous a dit bah, non, c'est tout pourri votre truc, on va pas du tout faire pareil. Donc Los Angeles va revenir à la bouteille. J'ai pas la réponse. Tout ce que je sais, c'est que typiquement le procès de France Nature Environnement pour greenwashing, je suis pas d'accord parce qu'on n'a pas voulu faire du greenwashing, mais je suis assez d'accord pour dire que l'expérience spectateur et l'image est très mauvaise. Donc, pas de Coca. Ouais, Coca reste un sponsor important, et c'est aussi ça qui fait qu'on est sur un événement à 97% privé.
Donc voilà. Et encore une fois, je trouve que ce qu'on fait Coca pour les jeux, c'est quand même aussi peut-être une bascule future de leur modèle. Très intéressant cette discussion et ça montre aussi les effets pervers de cette médiatisation par la petite lorgnette. On va arriver à la fin de ce Lunch and Learn. Je pense qu'on n'a pas traité toutes les questions comme d'habitude, mais c'est pas grave, c'est le jeu de la chose. Un grand merci de ta transparence, de ce partage d'expériences et de moments clés et de façon dont on pourra s'approprier toutes ces choses-là. Donc, c'était vraiment, vraiment passionnant. Et moi, je tiens, enfin voilà, à dire que ma perception des jeux n'est pas tout à fait la même, mais ton partage m'a vraiment fait adhérer à tout ce que vous avez porté en plus des jeux par rapport à ça. Je partage une dernière chose que tu m'as dit que j'ai beaucoup aimé, où tu m'as dit, en fait, pendant 3 semaines, on a créé la meilleure version de la France et de la société, voilà. Et je trouve que c'est très, très vrai. Donc, merci d'avoir contribué à tout ça. On te souhaite un bon repos, si on a bien compris, c'est utile. Merci. Et je suis sûre que le prochain projet que tu vas mener sera aussi passionnant. Donc, tiens-nous au courant. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup, c'était très, très intéressant.